Alors sur cette guerre faite à l'aile gauche et sur la place que va ou pas lui accorder Biden, on est en ligne avec Akela Lacey. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique à The Intercept, qui, comme Mediapart, est un site d'investigation qui enquête sur le pouvoir et ses dérives et qui travaille aussi sur la gauche américaine. À ce propos, vous venez de publier cette analyse intitulée « Biden gagne, mais le plus dur commence ». Vous expliquez un drôle de paradoxe. Dans de nombreuses villes, ce sont les mobilisations des activistes de gauche qui ont permis la victoire de Biden à Détroit, Minneapolis, Philadelphie ou Atlanta. Et en même temps, les centristes du Parti démocrate n'ont pas attendu pour taper sur la gauche du parti. Comment Biden va-t-il réussir à les mettre d'accord? Devra-t-il choisir entre ces deux ailes? Now that Biden has effectively been called the winner, we've seen some Democrats in the House particularly start punching left at their colleagues who ran on things like defunding the police and supporting the protests that we saw throughout the summer in support of Black lives, while at the same time, in a number of those cities with these burgeoning progressive movements, particularly with strong union presences, those were the people that were out knocking doors, canvassing in the final months, trying to get people out to vote for Biden, and to whom he owes a lot of recognition, at least in some of these major cities, particularly Philadelphia, Minneapolis, and Detroit, that came through in the final days to help flip key states that Biden needed to win. Est-ce que donc Biden va pouvoir ignorer l'énorme travail de mobilisation fait par exemple par les députés Ilhan Omar et Rachida Tlaib dans des quartiers que vous venez de citer où la population se sentait délaissée par les démocrates? Well, the thing that, Democrats like Rashida Tlaib and Ilhan Omar have playing against them and Alexandria Ocasio-Cortez is that Democratic leadership in the Senate and the House has been on the side of, in some ways, Republicans as far as the messaging that these wings of the party are what are pushing voters away. I think they can continue to use that messaging, which is what they've done, for decades. Democrats have, the party has been splitting more and more over the past, several terms. But the question now is whether or not Democrats are willing to, reckon with the losses that they will continue to see if they continue to alienate people in their base who are the reason that they're able to hold on to power. We saw that the Biden campaign warned in the past few months that polls were showing a much different reality than they were expecting to see on election day, which was what we saw, an extremely tight race. And so I think they can spin the results however they want to, but it's very telling that before any analysis even came out, we saw people blaming certain, picking up these right-wing talking points saying that, this is why people think Democrats are socialists. This is why people are leaving our party behind in droves, when we're actually seeing the opposite. We saw a spike in voter registrations coinciding with protests this summer. There are a number of indicators that a lot of people who, particularly in Philadelphia, a lot of the union members that I spoke to were actually Bernie supporters who ended up going out and helping to knock, 300,000 doors in the weeks leading up to Election Day to get people out to vote for Biden. And so, yes, he can continue to ignore that, but the question is whether or not they're willing to, or they're ready to, reckon with what that means for the future of the future continuing fracturing of the party. Quels sont les arguments des centristes du parti pour critiquer la gauche? De quoi ont-ils peur exactement? This is a good question, and they haven't even really been able to pin down particularly what it is that they're concerned about. We saw, every Democrat in a swing district who ran on Medicare for All and was a Medicare for All advocate defended their seat this year, and so that's been one of their talking points, basically, that people are afraid of that phrase. People are afraid, they don't want their private insurance to be taken away. They don't want government-run healthcare. But in reality, when you message these things differently, and when you talk to people about, things that will make their lives materially better, they actually do support those in large part. Similarly, we saw a lot of really progressive ballot measures pass, with regards to legalization and decriminalization of drugs, people talking about support for a government-sponsored healthcare plan. So these are the things that that Democrats are pushing back against. I think in some ways it's because, a lot of their base, we're seeing markets react positively to Biden's win. They're catering to
a corporate power that, unfortunately has the ear of both parties. And that's sort of what the left wing of the party has been pushing against. Pour finir en un mot, Akela, comment est-ce que vous voyez l'avenir des États-Unis avec Joe Biden comme président? Un mot. Oh, in one word, that's quite tough. I know. Je sais. Tension. I think there will be continuing tension, particularly with people, hoping that people don't become complacent. A lot of this is one anecdote that I'll share. A lot of people were talking about, how happy people were on election day, saying like, we're not going to have any more kids in cages, when in reality, the Obama administration had very similar immigration policies, in some ways to what we've seen under Trump. And so I think tension between making sure that people don't just say, okay, finally, we can take a break, we can take a breather, when in reality there are a lot of things that Democrats are going to need to be held accountable for in the future. And I think this conversation will not be over anytime soon. Quand vous avez mis en place, d'une certaine manière, votre propre protocole sanitaire. Tout à fait. Donc déjà, en dépit des règles et du fait que vous n'êtes pas censé le faire. Tout à fait. Donc déjà, à la rentrée de septembre, nous avions rédigé un protocole local, parce que le protocole qu'on nous a proposé à la rentrée de septembre était bien moins bon, si vous voulez, que celui qui avait été mis en place au moment du déconfinement. Alors qu'après le confinement du printemps, la prévalence du virus était très faible. Donc on avait déjà mis en place des mesures propres à notre établissement, on s'était réunis pour cela, et la rentrée avait été décalée de 2 jours pour qu'on puisse avoir le temps, entre enseignants, entre personnel du collège, de faire des propositions et de réfléchir là-dessus. Donc ça consiste en quoi, du coup, votre protocole à vous? Ce qu'on a mis en place en septembre, c'était principalement des sens de circulation, une nouvelle organisation à la cantine. Pourquoi des sens de circulation? Eh bien parce que les couloirs sont étroits, il faut éviter que les élèves se croisent. Donc on a essayé de faire, dans la mesure du possible, en septembre. Quelque chose qui désormais est dans le protocole depuis la rentrée de novembre. Tout à fait. Donc on a anticipé sur le protocole renforcé. Bientôt il y aura les demi-groupes dans les collèges. Et donc vous êtes passé à la vitesse supérieure ensuite. C'est ça. Donc à la rentrée, la rentrée du 2 novembre, après les vacances de la Toussaint, déjà on a été un petit peu choqués par la manière dont le ministre a communiqué sur cette rentrée. On nous a dit qu'il fallait rentrer à 8h, puis à 10h, puis à 8h. Et finalement, voilà, comme vous le savez, l'hommage qui était prévu pour notre collègue Samuel Paty a été en quelque sorte squeezé par Jean-Michel Blanquer lui-même. Donc ça a été déjà une source de mécontentement. On a tenu à s'adresser à l'ensemble des élèves dans la cour de récréation pour leur dire quelques mots là-dessus et pour les prévenir qu'on décidait de banaliser la journée du lendemain. Ça veut dire quoi qu'on banalisait la journée? Ça veut dire qu'on demande un temps de concertation de l'ensemble des personnels du collège pour plancher sur un nouveau protocole sanitaire. Et cette banalisation nous a été accordée par notre chef d'établissement, mais elle a été refusée par la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a contacté à 17h tous les parents d'élèves du collège. On leur a dit on tient à vous informer de la situation et du fait qu'on a une prévalence très élevée du virus et nous ne sommes pas en mesure d'assurer des gestes barrières minimums et d'assurer la sécurité sanitaire, la protection de vos enfants et par la suite de vous-même. Donc les parents nous ont tout de suite apporté leur soutien. On est en 93, il y avait une mère par exemple qui était aide-soignante au Blanc-Ménil qui me dit voilà, on voit la vague arriver, la situation est catastrophique, on vous soutient, on a peur pour nos enfants. Et c'est grâce à ce soutien des parents qu'on a pu organiser le lendemain ce qu'on appelle un blocus du collège, mais qui s'est fait tout à fait pacifiquement à 7h30 le lendemain. Aucun élève n'est entré dans l'établissement, on est resté jusqu'à 9h devant, et après on a pu gagner ce temps de concertation. On s'est répartis en commission, on a fait une assemblée générale, on a rédigé un protocole sanitaire local qui met en place les demi-groupes. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place des demi-groupes? Parce que ce que demande actuellement le ministère, c'est de garder une classe par salle, c'est-à-dire une salle par classe plutôt, c'est-à-dire que les élèves ne bougent pas, que ce soit les professeurs qui bougent. Mais les établissements scolaires qui ont mis ça en place sont confrontés à des graves problèmes. J'ai eu un collègue de Aulnay-sous-Bois qui était anciennement dans mon collège qui m'a dit mais c'est catastrophique, on n'en peut plus. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas de demi-effectif, donc les classes sont toujours aussi pleines. Et quand le professeur s'absente pour aller dans une autre salle, on est au collège, eh bien tout de suite, c'est rapidement le chaos. Les élèves sont laissés livrés à eux-mêmes. Donc c'est très pesant. Les mesures qui sont actuellement préconisées par le ministère pour les collèges, c'est pesant pour les élèves, pour les enfants, et aussi c'est inquiétant pour les parents. Avenir lycéen, c'est un syndicat très récent, une organisation qui est
apparu dans le monde lycéen en 2018, qui est un syndicat très institutionnel, qui ne fait pas d'action par exemple sur le terrain, mais qui est plutôt une organisation de force de proposition institutionnelle, de dialogue avec le ministère, qui a des positions ouvertement pro-gouvernementales, au soutien souvent de Jean-Michel Blanquer, et on l'a vu encore, y compris sur la question des protocoles sanitaires dans les lycées. Et c'est un syndicat qui compte une centaine d'adhérents, une trentaine de membres vraiment actifs, avec une spécificité qui est que la majorité ou une grande partie de ces membres sont également impliqués chez les jeunes avec Macron et adhérents. Donc il y a des différents niveaux d'engagement dans ce syndicat, mais il y a différents responsables qui ont une double appartenance, et parfois ça crée d'ailleurs des interférences à l'intérieur même du syndicat. Donc il y a des ponts avec la Macronie. Avenir lycéen a donc eu une belle enveloppe du ministère, 65 000 €, c'est pas rien pour 2019, dont 40 000 environ devaient servir à organiser un congrès. Et tu révèles que ce congrès n'a jamais eu lieu. On savait que le congrès avait jamais eu lieu. On savait par contre pas que le ministère de l'Éducation nationale avait donné 40 000 € à une association de lycéens, pour certains mineurs, pour l'organisation effectivement d'un événement qui n'a jamais eu lieu. Donc l'organisation du congrès en fait a été reportée à plusieurs reprises. D'abord parce qu'on trouvait pas une salle, ensuite parce qu'il y a eu le Covid, et puis c'était plus possible. Mais le ministère a octroyé donc cette subvention de 65 000 € et a laissé le syndicat dépenser finalement l'argent pour des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec l'organisation du congrès, à savoir des dépenses dans des restos de luxe, dans des hôtels de luxe, dans des bars branchés, etc. Le ministère a été informé et n'a pas cru bon contrôler de manière spécifique des dépenses de l'association. C'est ça, parce que tu détailles pas mal de dépenses. Il y a notamment des dépenses, donc hôtels, restaurants, au cœur de l'été par exemple. Oui, il y a qui sont difficilement justifiés. Le gros flot de dépenses, c'est au cœur de l'été 2020, et ça pose deux questions. D'abord sur la nature des dépenses, savoir si elles sont effectivement en lien avec les activités du syndicat. En tout cas, elles ne sont pas en lien avec la subvention qui a été versée. Et il faut savoir que les réserves financières du syndicat sont constituées à 99,9% de la subvention ministérielle, parce que c'est un syndicat lycéen, il y a très peu de cotisations, c'est des cotisations à 5 € l'année, et il y a très peu de lycéens qui cotisent. Donc avec cette enveloppe ministérielle, on a des dépenses dans des hôtels et des restaurants de luxe. D'abord, il s'agit de savoir si c'est véritablement en lien avec l'objet du syndicat ou si c'est simplement pour faire la fête. Et l'autre question derrière, c'est la proportionnalité aussi de ces dépenses. C'est-à-dire que on a quand même des notes de frais qu'on ne verrait même pas dans des entreprises du CAC 40, clairement, dans des restaurants gastronomiques, Exemple. etc. Christian Tête-Doigt, plus de 220 € en plein mois de juillet 2020. Et donc, quand je pose les resto étoilé, c'est ça? Ouais, une étoile au guide Michelin. Et quand j'interroge le syndicat pour savoir quel est l'objet de ce dîner, on me répond que c'est un dîner avec des partenaires, mais qu'on peut pas me donner bizarrement le nom de ces partenaires-là pour des raisons de confidentialité. Et le troisième aspect sur ces dépenses, c'est que normalement il y a des statuts quand même dans cette association. Les dépenses doivent être validées par le trésorier et le président. Et on se rend compte que plusieurs présidents successifs n'ont non seulement pas eu à valider ces dépenses, ne les ont jamais autorisées, mais n'ont jamais été informés parce qu'ils n'avaient même pas accès aux comptes. Alors bon, il y a donc ces dépenses qui semblent totalement injustifiées de la part de ce syndicat, comme le révèle ton enquête. Et puis il y a le ministère qui a donné l'argent. Est-ce que le ministère que tu as contacté est contrarié? Est-ce qu'il envisage de réagir? C'est un point pour moi absolument central et fondamental. C'est-à-dire que, y compris dans la manière dont j'ai abordé ce sujet, j'ai toujours en tête le fait que ce sont des lycéens. Que dans cette association, il y a aussi beaucoup de militants mineurs et que les pouvoirs publics ont, à mon sens, une responsabilité encore accrue quand il s'agit de ce public-là. C'est-à-dire qu'on ne donne pas 65 000 € à une association de quelques lycéens sans contrôler, etc. Et d'ailleurs, la convention d'objectifs signée entre Avenir lycéen et le ministère, et la subvention est ordonnée par le ministre en personne. Cette convention d'objectifs, elle est absolument très claire sur le contrôle qui aurait dû être opéré. Le ministère me dit, dans sa réponse, ils m'ont répondu avant l'enquête que eux, ils sont là pour vérifier que les actions ont bien été réalisées.
Donc je me demande vraiment qui a vérifié ça, parce que le congrès n'a pas eu lieu. Donc je ne vois pas comment on peut inventer que ce congrès a eu lieu et que le ministère ne peut pas rentrer précisément dans les dépenses du syndicat. Sauf que moi, je trouve que ça pose vraiment un sujet, notamment au regard de la proportionnalité de ces dépenses, parce que le ministère de l'Éducation nationale, et ça aussi on le révèle dans l'enquête, a été alerté, y compris par écrit, par des gens à l'intérieur même du syndicat, qui considéraient que le train de vie était absolument anormal, et des personnes qui n'avaient même pas idée de l'ampleur des dérapages financiers. Alors donc ma question suivante, c'est est-ce qu'Avenir Lycéen a eu un traitement de faveur ? Avenir Lycéen, en tout cas, malgré les alertes, a bénéficié l'année suivante, donc pour 2020, pour cet exercice-là, de 30 000 € de subventions supplémentaires, qui correspond exactement à la somme qu'ils avaient demandée. C'est-à-dire que si on reprend, sont réalisés à 100%. Le ministère de l'Éducation nationale donne à une toute jeune association 65 000 € et alerté sur le fait qu'il y ait des dérapages financiers et ne fait rien. À part une action de sensibilisation à l'usage d'une subvention publique. Donc ils ne font rien. Ils ne demandent pas de changement de gouvernance, ils n'alertent pas les autorités judiciaires, ils ne font pas d'audit sur l'association, ils ne font strictement rien. Et le même ministère réattribue 30 000 € supplémentaires. Et ça, je le mets aussi en regard du traitement des autres organisations lycéennes, notamment celles qui expriment des divergences politiques avec Jean-Michel Blanquer. Et ces organisations politiques-là, on se rend compte de quoi ? Que ces dernières années, notamment depuis l'arrivée au ministère de l'Éducation nationale de Jean-Michel Blanquer, les sources de subventions se tarissent. C'est-à-dire que pour des raisons X, Y, on ne peut plus financer les projets, etc. Alors que ces associations-là répondaient au cahier des charges, fournissaient les éléments prouvant qu'elles faisaient notamment des actions de sensibilisation sur les discriminations, etc. Et ces syndicats-là ont perdu de l'argent et pour l'un d'entre eux n'a plus de dotation. Et d'ailleurs a reçu un courrier en juillet 2020, en pleine flambée des dépenses chez Avenir Lycéen. Une autre organisation, le MNL, a reçu un courrier du ministère disant quelle que soit la qualité de vos actions, on ne peut pas vous financer parce qu'on n'a pas de réserve suffisante. Moi, dans un premier temps, ce fut davantage une vidange que de l'écriture. Hein. Ça a été un travail de délestement d'un poids, d'un traumatisme, d'un boulet, et qui ensuite a pris la forme d'un livre, d'un ouvrage et d'un témoignage finalement. Mais au départ, c'était davantage... ma psy me disait, David, vous devriez écrire, ça vous ferait du bien. Et elle me l'a dit plein de fois jusqu'au jour où j'ai dit, bon, ok, on a peut-être raison. Et en fait, je m'adresse à ce moment-là à mon amie Benedetta Blancato, et elle me dit, non mais David, si tu veux écrire un livre, c'est très simple. Tu vas dans un traitement de texte, tu te mets en time 12 et tu mets un espacement double et fais quoi. Donc ça a été pour moi un geste vachement simple, mais derrière une complication. Mais bon, c'est normal quand on écrit. Pourquoi c'était difficile ? Parce qu'il y a malheureusement, je pense que Georges va être d'accord avec moi, il y a malheureusement un aspect de reviviscence. On re-raconte d'une certaine façon, si on a envie, bien sûr, on re-raconte la soirée, on re-raconte nos souffrances, on re-raconte nos peines. Il y a des événements qui ne sont pas forcément tout le temps heureux. Donc c'était vachement dur d'y retourner et de dire ok, bon, allez, j'y retourne une dernière fois. Donc j'ouvre la porte à ces souvenirs et je les fais exister encore une dernière fois, quoi. Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Aujourd'hui, ça m'apporte un certain cloisonnement et des choses dont je ne me rappelle plus du tout. Et de manière extrêmement personnelle, le livre, ça devient une espèce d'encyclopédie mémorielle personnelle dans laquelle je peux me référer si jamais j'ai un doute, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez éventuellement oublier des mauvais souvenirs. Ils sont là. Absolument. Ils y sont pour toujours. Et c'est exact. Mais vous n'êtes pas obligé de les avoir dans la tête. Ouais. Je donne souvent l'anecdote de mon père qui a vécu la dictature au Chili et qui ne m'en a jamais parlé. Si un jour j'ai des enfants, j'aimerais leur transmettre, en tout cas, ces 3 années présentes dans le livre. Je trouve que certaines des déclarations du ministre de l'Intérieur ont été indignes et totalement hors sujet et contre-productives. C'est-à-dire que moi, je pense depuis le début qu'il est absolument essentiel d'isoler les coupables et leurs complices du reste de la population. Et dans le reste de la population, il y a le reste de la population musulmane. Et il faut absolument éviter de tomber dans le piège tendu par les terroristes, c'est-à-dire de perdre son sang-froid et de prendre des mesures ou de faire des déclarations qui vont laisser penser aux musulmans qu'ils n'ont pas leur place dans ce pays, quoi. Voilà. Je n'en dirai pas plus.
je récapitule. Ziad Takieddine, qui avait dit à Mediapart, mais aussi aux policiers sur PV, puis aux juges sur PV, qu'il avait remis 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant en 2006 et 2007 de la part du régime libyen pour financer la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Eh bien finalement, Ziad Takieddine a changé d'avis et il se rétracte partiellement puisqu'il maintient sur Guéant, mais épargne Sarkozy. Alors pourquoi on fatigue ici ? Eh bien on fatigue parce qu'on ne comprend pas comment 32 secondes d'une déclaration face caméra peuvent à ce point balayer les faits et donc les preuves. Donc revenons aux faits, parce que finalement, c'est un petit peu de là que tout part. Fabrice, on voit avec toi précisément pourquoi ce revirement médiatique de Takieddine ne change rien en l'état judiciairement à l'affaire libyenne. Alors d'abord, tu fais bien de dire, Valentine, que c'est un revirement médiatique. Puisque, comme on le voit, Ziad Takieddine n'est pas en France, là, il est à Beyrouth, il ne parle pas au juge, il parle en fait à Paris Match. Et c'est le photographe qui a fait les photos pour Paris Match qui a aussi fait l'entretien de 32 secondes, c'est probablement l'interview la plus courte de toute l'histoire de BFM qu'on a vu hier sur BFM et qui a déclenché dans les minutes qu'on suivit un communiqué triomphant de Nicolas Sarkozy qui, il y a quelques jours, traitait le même Takieddine de fou, de menteur patenté, d'escroc. Et aujourd'hui, sur la foi des déclarations de Takieddine, M. Sarkozy dit « la vérité éclate enfin ». Pourquoi ça change rien ? Parce qu'il y a une légende qui est construite autour de l'affaire libyenne qui est de faire croire et même accroire que le dossier, d'un point de vue judiciaire, ne repose que sur les déclarations de Ziad Takieddine. C'est totalement faux. En fait, c'est un dossier qui est rempli de preuves et de preuves matérielles à condition qu'on s'y penche et qu'on les regarde. Et quoi que disent aujourd'hui Ziad Takieddine, ça ne vient entamer en rien l'existence de ces preuves matérielles, qui sont multiples et que je peux énumérer très rapidement. Nous avons, la justice a les preuves matérielles qu'il y a eu en Libye en 2005, des rencontres secrètes à Tripoli, c'est-à-dire dans le dos des autorités diplomatiques françaises, par Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, ministre délégué de Nicolas Sarkozy, à Tripoli avec un terroriste d'État libyen qui s'appelle Abdallah Senoussi, qui est le chef des services secrets militaires, qui est le beau-frère de Kadhafi, qui est un terroriste parce qu'il a été condamné par la France à la réclusion criminelle à perpétuité 6 ans plus tôt, en 99, parce que c'est lui qui a organisé un attentat contre un avion de ligne en 89 qui a tué 170 personnes, dont 54 Français. Guéant et Hortefeux le rencontrent alors qu'il est recherché par la justice française. Ils n'en disent rien à personne. Ils le rencontrent avec qui ? Avec Ziad Takieddine, qui est la seule personne présente, témoin, et qui fait même le traducteur. Et Hortefeux et Guéant ont été obligés de reconnaître ces rencontres parce que les preuves sont là. Nous avons ensuite les preuves que le même Senoussi a envoyé de l'argent occulte sur les comptes offshore de Ziad Takieddine. Là, ce n'est pas des remises d'espèces, c'est des virements bancaires. Les juges les ont. Les juges ont également les preuves que Ziad Takieddine a reversé une partie de cet argent libyen à un sarkozyste. Et un sarkozyste de la première heure, sur un compte aux Bahamas, sur un trust d'une banque qui s'appelle Pictet, et l'homme s'appelle Thierry Gobert. Il a reçu 1 demi-million d'euros d'argent libyen avant la présidentielle en février 2006. Nous avons les preuves que Nicolas Sarkozy a menti sur sa relation avec le dit Thierry Gobert, dont il a dit déjà dans un journal du groupe Lagardère, comme Paris Match, c'était le JDD, qu'il n'avait plus aucun contact avec Thierry Gobert, je le cite, depuis 1996. Or, les policiers ont obtenu les preuves de très nombreux contacts, de très nombreux échanges, après 1996, en 2003, en 2004, en 2005, en 2006 et jusqu'en au moins 2011, entre Thierry Gobert, celui qui a reçu l'argent libyen, et Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy a menti. Les juges ont les preuves que Thierry Gobert a retiré en France des centaines de milliers d'euros de cet argent libyen dans les semaines et les mois et les années qui ont suivi. Ils ont les preuves que de l'argent liquide non déclaré aux autorités de contrôle a abondé les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ils ont les preuves que l'équipe Sarkozy, et au premier rang desquels son avocat personnel, Thierry Herzog, mais aussi Claude Guéant, avec Ziad Takieddine, ont tout fait pour faire sauter le mandat d'arrêt de Senoussi, celui qui a envoyé l'argent le terroriste à Thierry Gobert, pour faire sauter son mandat d'arrêt précisément dans l'affaire pour terrorisme pour laquelle il a été condamné. Il y a les preuves qu'il y a eu des diligences juridiques faites entre 2005 et 2009 jusqu'à l'Élysée. Il y a eu une réunion sur le sujet le 16 mai 2009 à l'Élysée, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, sous l'autorité hiérarchique et politique de Nicolas Sarkozy, pour faire sauter le mandat d'arrêt. Les juges ont également les preuves qu'il y a parallèlement une autre filière de corruption présumée
Ça concerne Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée sous Sarkozy, son directeur de campagne, directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, puis ministre de l'Intérieur, qui concerne un autre homme d'affaires, Alexandre Djouri, et un autre dignitaire libyen, Béchir Saleh. Voici quelques-unes des preuves matérielles qu'il y a dans ce dossier et que, en rien, les déclarations, la volte-face, qui est l'élément de langage, vous avez vu, médiatique, de Ziad Takieddine vient modifier. Oui, ça fait pas mal de preuves pour 32 secondes, face à 32 secondes d'interview de Ziad Takieddine. Donc voilà, il y a des preuves, tu viens de les énoncer, il y en a beaucoup. Pourtant, on lit qu'il n'y a pas de preuves impliquant directement Sarkozy. Lui-même, dans ses auditions face au juge, a dit, en gros, je ne savais pas, et parfois on est déçu de ses plus proches. Oui, mais c'est en fait... Il faut bien comprendre qu'il y a tellement de preuves accumulées dans ce dossier que Nicolas Sarkozy en a été réduit, après 4 jours d'audition devant les juges Aude Burizi et Marc Sommerer, de littéralement lâcher sur procès-verbal ses 2 plus proches collaborateurs. Brice Hortefeux, qui est même son ami depuis l'adolescence, et Claude Guéant, son lieutenant de toujours, son directeur de cabinet, son homme de confiance, sa doublure, enfin, je ne sais plus comment l'appeler, en disant « Ah ben moi, en fait, je ne savais pas ce qu'ils ont fait ». Sauf que, précisément, la stratégie judiciaire, c'est que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait sous l'autorité politique, hiérarchique et pour le compte. C'est une phrase des juges, ce n'est pas moi qui le dis, des juges, pour le compte de Nicolas Sarkozy, notamment dans la perspective de l'élection présidentielle de 2007, mais pas seulement, parce qu'il y a également des soupçons d'enrichissement personnel concernant Claude Guéant. Donc on est dans une absurdité en fait rhétorique. Il faut, je crois, regarder les choses tranquillement. La preuve qui implique directement Nicolas Sarkozy dans une affaire comme celle-là, j'aimerais bien demander aux gens qui répètent ça comme un mantra, de quoi parlons-nous ? C'est un selfie de Nicolas Sarkozy avec Mouammar Kadhafi, avec la valise pleine de cash. C'est un enregistrement de la remise de l'argent, une vidéo. C'est un chèque signé par Mouammar Kadhafi et adressé à Nicolas Sarkozy à son domicile. C'est absurde. Dans ce type d'affaires de corruption présumée internationale, précisément, il y a des paradis fiscaux, et il y a des virements bancaires sur des comptes offshore, et il y a des retraits en espèces pour créer de la confusion quant à l'administration de la preuve pour la justice. Et dans ce dossier, nous avons 1, les négociations secrètes, 2, les versements, 3, les retraits en cash, 4, les contreparties prouvées. Ça ne fait pas de toute la bande dont je parle des coupables pénalement, ils sont suspects à ce stade. À ce titre-là, ils sont évidemment présumés innocents, mais des preuves matérielles existent dans ce dossier. Donc cette déclaration de Takieddine, ce n'est pas un nouvel élément, c'est un contre-feu, parce qu'il y a panique à bord dans le camp des sarkozystes. Alors, pour moi, il faut voir ça non pas comme un point marqué par les sarkozystes, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils essayent de le vendre médiatiquement, et ça marche, malheureusement ça marche. C'est en effet le signe d'une immense panique face à un dossier qui accumule petit à petit, tout ça est très long, les commissions rogatoires internationales, les témoins, la confirmation de tel ou tel document, etc., d'une panique de tout un clan, et au premier rang desquels Nicolas Sarkozy, qui il y a un mois a été mis en examen pour association de malfaiteurs dans ce dossier, après l'avoir été il y a 2 ans pour corruption, recel de détournement de fonds publics libyens et pour financement illicite de campagne électorale. La partie visible de la soi-disant volte-face, du revirement et de la rétractation partielle de Ziad Takieddine, c'est qu'aujourd'hui, elle vient servir parfaitement, à merveille, la nouvelle stratégie de défense pénale de Nicolas Sarkozy. À savoir, on continue de charger Guéant, on minore l'importance du flux libyen pour Gobert, on attaque les juges. Il attaque le juge Tournaire. Il attaque le juge Tournaire sur le mode Tournaire a arrangé mes propos. Ça n'a aucun sens. Ziad Takieddine c'est complètement diffamatoire, pareil. C'est complètement diffamatoire, mais il a d'abord parlé à Mediapart et à Première Ligne. Tout le monde peut voir la vidéo, elle a été déjà vue 1 million de fois, c'était en 2016. Il a ensuite confirmé tout ça devant la police, mot pour mot, puis confirmé tout ça mot pour mot devant Tournaire. Donc on ne voit pas bien ce que Tournaire aurait arrangé.